Merci d'être là aujourd'hui et merci pour l'équipe organisatrice de Secure pour l'opportunité. Euh, je vois quelques faces au visage familier, là. Donc, le bouton vert, c'est ça pour avancer? OK. Donc, c'est ça, je m'appelle Nadir Kayati, je suis le fondateur et le président de Securely. Je suis à la base ingénieur en informatique avec une maîtrise en génie logiciel de l'ETS à Montréal. Et j'ai une expérience de 15 ans, principalement dans les startups, y compris les 6 dernières années. C'était focusé sur la sécurité, la conformité et la confidentialité. Donc, je vais rajouter un peu je vais commencer par un peu de contexte plutôt avant de procéder. Mais avant ça aussi, j'aimerais bien ajouter un disclaimer, un avertissement. Ça a l'air, c'est le rituel dans cette présentation. Donc, je ne suis pas un avocat. Je ne suis pas un auditeur, ni un data scientist. Hein, un clin d'œil à notre ami David. Et je ne suis pas aussi un AI spécialiste. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce que je fais ici. Mais, donc, dans le fond, pourquoi la présentation intitulée Cybersécurité et conformité, il y a une nuance? Dans le fond, chez Securely, après je vais peut-être parler aussi un peu de ce qu'on fait, mais je parlais avec beaucoup de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, etc., qui vraiment ne comprennent pas peut-être la différence entre cybersécurité et conformité. Ils les confondent. Pour eux, faire un, c'est automatiquement l'autre et vice-versa. D'ailleurs, je vais vous présenter un peu de discussion, quelques questions que je pose à des gens et c'est quoi le type de réponse des fois que je reçois. Donc, mettons, quand je pose « Êtes-vous conforme à la SOC 2 ou ISO ?» il y en a un qui m'a dit « On a investi dans l'utilisation des outils de cybersécurité, donc on devrait l'être, je pense. » Moi, je dis « Je ne suis pas sûr. » Ou carrément, c'est quoi ça? Là, il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter parce qu'il faut commencer par les notions de base. La deuxième, c'est comment faites-vous, par exemple, pour assurer la sécurité des systèmes et la confidentialité de vos données? Aussi, j'ai entendu, mon équipe travaille sur l'adoption de la loi 25 et donc on va être correct côté cybersécurité. Bien sûr, à la fin de cette présentation, l'objectif que j'aimerais atteindre, c'est de démêler cette confusion. Peut-être pour pas mal de gens qui sont dans la salle, cette confusion, ou cette nuance plutôt est déjà claire, mais aussi pour provoquer une réflexion et de se poser la question et de se dire à quel point se conformer à des cadres de conformité comme la loi 25 ou autres, c'est important. Et est-ce que c'est suffisant ou non aussi? Et bien sûr, pousser un peu le niveau de sensibilisation. On parlait de sensibilisation pour les employés, etc. Mais en fait, c'est toute la société. Donc, par rapport au sujet de la conformité, d'ailleurs, j'ai pas mis le slide ici, mais il y a des articles qui parlent les dernières années, je pense sur les 3 dernières années, le gouvernement du Québec qui a mis en place un programme pour encourager les entreprises à adopter la loi 25, etc., et d'autres cadres de conformité. Même ils ont mis des subventions, etc. Et je pense après 3 ans, ils ont utilisé 15% en même mois du budget qu'ils ont mis. Donc les entreprises vraiment, ils n'adhèrent pas à ça. C'est un peu aussi compréhensible, parce que le processus de conformité, c'est quelque chose d'ennuyant, de quelque chose de très manuel aussi. Et c'est toujours pas la priorité d'entreprise, surtout les petites entreprises et les startups. Avant de commencer ou procéder avec la présentation, il y a aussi une petite parenthèse. Je vais parler de 3 incidents qui se sont passés durant les 3 dernières années. Le premier, je pense qu'il est déjà pas mal connu, en 2019, Desjardins, la fuite des données qui a impacté 3 millions de clients et 173 000 d'entreprises.
ça a l'air que c'est un employé qui était viré, mais avant d'être viré ou après, je ne sais pas, mais c'est ça. Il y a eu ces données-là et après, il les a vendues. Le deuxième, c'est Cloudflare, janvier 2024, Okta, octobre 2023. Je pense hier, Pierre y a parlé un peu de ça. Dans le fond, pourquoi les deux? Parce que les deux sont reliés l'une à l'autre. Ce qui s'est passé, je ne sais pas encore si vous connaissez ça, mais en octobre 2023, Okta, elle a eu une brèche de sécurité et les hackers ils ont pris possession de centaines et centaines de authentication tokens des clients qui sont chez Okta. Okta, c'est un SSO, c'est Single Sign-On Platform, etc. Y compris les credentials de Cloudflare. Après Cloudflare, ils ont procédé avec la rotation et le changement des clés, mais ça a l'air qu'ils ont oublié quelques-uns. Ces clés-là, ils étaient chez les hackers. Après, en novembre, ils ont commencé des tentatives et en janvier, ils ont pris possession de leurs produits Atlassian qui sont en prem. Donc, ils ont accédé à Jira, où il y a les tickets, ils ont accédé à Confluence, où il y a les wikis, et même Bitbucket, où il y a les codes sources. Donc ça, c'est un problème. Le troisième, c'est Meridian Lynx versus AlphaV Black Hat. Donc, Meridian Lynx, c'est l'entreprise qui a été attaquée par le rançongiciel Black Hat, développé par AlphaV. AlphaV, c'est un groupe cybercriminel, je pense, russe. La Russie, je ne vais pas entrer dans un conflit aussi géopolitique, mais dans les présentations, elle est présente quand même. Mais il y a une petite anecdote par rapport à cet incident que je vais y évoquer quelque part comme dans la présentation par la suite. Donc ça, c'est une petite parenthèse. On va garder ça en tête, mais on va y revenir. Donc, pour essayer de démêler cette confusion, on va commencer aussi par des aspects de base, des définitions. On va pas avoir beaucoup de définitions, mais quand même. Donc, pour la cybersécurité, selon le petit Robert, ou le Robert, ça veut dire qu'il a grandi, ensemble de moyens utilisés pour assurer la sécurité et les systèmes de données informatiques. Donc, sécurité, c'est pour assurer la sécurité des systèmes informatiques. Selon IBM, c'est les pratiques qui consistent à protéger les systèmes critiques aussi sensibles contre les attaques proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Et selon le gouvernement du Québec aussi, c'est la capacité pour un système en réseau de se protéger et de résister aux événements aussi pour assurer ou pour la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information. Donc, si on fait un petit mix, et selon moi, c'est juste en fait un mélange entre les définitions. Donc, on peut dire que c'est les moyens, les pratiques qui consistent à protéger et sécuriser les systèmes contre les menaces internes ou externes, afin d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations ou des données informatiques. Si on regarde la conformité, donc la conformité, on peut trouver sur Internet pratiquement la même définition. Donc la conformité en matière de cybersécurité, ça implique le respect des lois, des règlements et des lignes directrices visant à protéger les informations sensibles et à garantir la confidentialité des données. Selon l'Association québécoise des technologies, c'est aussi le fait d'assurer une personne ou une organisation que tout ce qu'on utilise, il se conforme et adhère aux différentes normes pour assurer l'intégrité et tout. Et cette assurance de cybersécurité, c'est la conformité. C'est la même chose, donc respecter les lois, les réglementations, les politiques et les normes spécifiques pour l'utilisation de la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Donc là, on voit, si on met side by side la cybersécurité et la conformité, les deux, ils parlent de assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, mais la première, comme la cybersécurité, c'est les pratiques et les techniques qu'on met en place. La conformité, c'est le fait de respecter les lois et les réglementations qui parlent de ça. Donc là, on peut déjà commencer à voir le lien. Si on veut aller plus de détails pour voir
concrètement comment ça se fait, ce lien-là. Et on regarde, par exemple, quelles sont les techniques en cybersécurité et les pratiques, bien sûr. On regarde, par exemple, on a le contrôle d'accès. Ça, c'est les bases des techniques de cybersécurité qu'il faut mettre en place pour assurer le minimum de sécurité, bien sûr, et résilience du système. Donc, les contrôles d'accès, bien sûr, c'est d'utiliser des pratiques comme le Least Access Privilege ou Zero Trust, donc la confiance zéro, ou aussi le Need to Know Principle. Bien sûr, les réviser, etc., voir d'une façon régulière ces contrôles, ces accès-là. L'utilisation des antivirus et firewalls, que ce soit au niveau des serveurs ou au niveau des machines des employés. Le mot de passe, bon, la présentation de tantôt, elle a parlé amplement des mots de passe, donc on comprend très bien pourquoi il faut vraiment avoir une posture et hygiène claire de mot de passe. Et aussi activer le MFA ou l'authentification multifacteur si c'est possible dans certains cas. La cryptographie, donc utilisation de systèmes de cryptographie pour aussi crypter les bases de données, pour crypter les volumes de données. C'est quelque chose d'important. Même aussi de faire le cryptage des disques durs des laptops des employés ou des machines des employés. Bien sûr, faire des scans de vulnérabilité d'une façon régulière. On a aussi l'utilisation des systèmes de détection et prévention d'intrusion, la gestion des incidents. Donc, il faut avoir vraiment un plan de gestion d'incidents transparent, clair, avec un chemin d'escalade aussi. Et la formation et la sensibilisation des employés. Aussi, hier, plein de gens qui ont évoqué ce point-là. C'est quelque chose de très important. Mais aussi, pas seulement au niveau de la sécurité. Aussi, hier, David a évoqué le AI Awareness. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et je pense qu'on va rajouter ça dans notre produit pour offrir à nos clients. Merci, David. Donc, si on regarde ici, tous les points des pratiques et techniques de cybersécurité qu'on a évoqués, si on regarde ou on les transpose sur quelques cadres, ce n'est pas tous les cadres ici, mais quelques cadres de conformité, on va trouver par exemple comme ISO 27001 dans la clause 9 de ce cadre, ça parle du contrôle d'accès, donc ça vraiment détaille qu'est-ce qu'il faut faire, les techniques ou les façons aussi ou les exigences en termes de revue, de révision, d'automatisation, peu importe. Aussi, au niveau du PCI DSS, il y a l'exigence 5. Nos amis de GoSecure aussi, ils peuvent nous corriger ça, parce que je sais bien, on a travaillé ensemble pour les audits pour PCI DSS, donc je sais qu'ils sont forts. SOC 2 aussi, HIPAA, RGPD. Donc on voit, je ne vais pas peut-être aller sur toute la liste, mais on voit que chaque contrôle ou pratique de cybersécurité, ils sont vraiment encadrés dans ces cadres de conformité. Donc, si on regarde maintenant un peu plus de près les cadres de conformité en général, on peut principalement en fait, diviser ou catégoriser les cadres de conformité en deux principales catégories. La première, c'est les cadres de sécurité, comme on voit le SOC 2 ISO 27001, donc SOC 2 qui était développé par le AICPA, le ISO 27001, le PCI DSS, et le NIST. Le NIST, en fait, c'est le National Institute of Standard and Technology qui a développé beaucoup de cadres. Il y a le NIST 53, il y a le NIST 800, quelque chose, et plein d'autres aussi. Même hier, il y en a ceux qui ont évoqué par rapport à la gestion des parties tierces et des risques, etc. Donc ça, c'est pour les cadres, et en plus, encore, ça c'est un exemple, mais on a plein. Donc ça, c'est pour les cadres de sécurité, désolé. Pour les cadres de conformité, donc ça, c'est la deuxième catégorie.
Les cadres de conformité, on trouve la loi 25 qui est au Québec, la RGPD en Europe, HIPAA pour les données de santé des patients aux États-Unis, PIPEDA pour le Canada, les données des données, la protection des données électroniques pour le Canada, le CCPA pour la Californie. Dans le fond, aux États-Unis, presque chaque État a son cadre de conformité. Au Canada, il y en a Québec, Colombie-Britannique et l'Alberta qui ont leur propre cadre. Le reste, c'est pratiquement couvert par le PIPEDA. Et bien sûr, maintenant aussi, chaque pays, comme le Brésil, le Sud-Afrique, en Suisse et tout, donc chaque pays, il crée son propre cadre. Et bien sûr, très récemment, il y a eu aussi de la réflexion sur l'AI, sur l'utilisation éthique des AI, etc. Et il y a eu l'apparition de deux cadres, qui est le AIU Act, qui va comme être formalisé et officiellement, comme il va sortir officiellement dans le prochain mois, je pense. Et il y a le NIST AI RMF, c'est développé par le National Institute of Standard and Technology. Donc, ça, c'est des cadres, en fait, qui fournissent des lignes directrices pour des meilleures pratiques pour l'évaluation, la gestion et la gouvernance des risques liés à l'IA. Donc, en fait, pour promouvoir l'utilisation fiable et éthique. Donc, on parle de l'IA responsable. Donc, si on imagine qu'une entreprise, en fait, c'est une forteresse et les techniques de cybersécurité sont les mécanismes de défense qui sont éparpillés un peu partout, etc., pour assurer la défense de cette forteresse, ben, les cadres de conformité seront les plans d'architecture et les règles en fait, de construction qui garantissent que la forteresse est construite selon certaines normes de sécurité et de résilience. Donc ça, c'est vraiment une image pour illustrer le lien aussi entre les deux. Mais aussi, on va voir que la conformité, à part d'assurer ce lien ou d'assurer en fait comme guideline pour appliquer ou mettre en place les techniques de cybersécurité, ben, elle a aussi un peu plus d'apport dans le fond. Par exemple, dans les cadres de conformité, on trouve l'accent sur la surveillance continue et le suivi. Donc, le fait de faire des revues régulières, de regarder en fait ces techniques-là qu'on a mis en place d'une façon régulière, parce qu'ils peuvent être au jour au lendemain obsolètes, etc. Donc, il faut les ajuster ou il faut les adapter. Donc, ça nous permet d'identifier rapidement en fait les écarts quand il y aura lieu. La révision et l'ajustement des cadres et des politiques, et des standards en fait, qu'on développe. Donc aussi ça, il faut les revoir d'une façon régulière pour voir si c'est toujours aligné avec la vision, avec les règles internes de l'entreprise, etc. Et pour s'assurer aussi qu'ils sont toujours efficaces et pertinents. Et bien sûr, ça exige que les employés y en prennent connaissance et ils les acceptent. On a la gestion et l'évaluation des risques aussi continue. Donc, ça permet de prioriser les efforts et allouer d'une façon ou l'allocation efficace des ressources. Bien évidemment, pour pouvoir réviser et revoir les politiques, il faut qu'on avoir en place les politiques et les procédures. Et aussi la collecte régulière des évidences. Donc ça va servir comme une assurance et comme une preuve pour démontrer en fait l'engagement continu de l'entreprise envers ses cadres ou envers aussi la cybersécurité en général. C'est essoufflant. Donc, les atouts de la conformité, c'est principalement l'établissement de la confiance avec les clients, avec les partenaires,
Aussi le renforcement de la crédibilité, donc ça donne une crédibilité vraiment en face de ces parties prenantes. Bien sûr, garantir la transparence, encore vu qu'on parle de collecte régulière des évidences, etc. Donc, ça va nous permettre, comme j'ai dit, de facilement démontrer qu'est-ce qu'on a mis en place et comment ça évolue avec le temps, etc. Donc, en cas d'incident, bien sûr, c'est quoi les plans d'atténuation qu'on va faire et mettre en place, etc. Donc, c'est vraiment ça va garantir la transparence. Et la réduction des risques juridiques et financiers aussi. Donc, si tous les points évoqués en premier, ça ne motive pas une entreprise, quand on parle de l'argent, ben là, ça devient motivant. On va voir en fait l'applicabilité des cadres, parce que ça aussi, c'est un problème avec plein de clients à qui on parle. Bah, eux-mêmes, en fait, ils ont entendu parler que si tu n'es pas conforme, tu vas peut-être avoir des amendes ou je ne sais pas quoi, mais ils ne savent même pas c'est quoi les cadres avec lesquels on doit être conforme, comment, pourquoi, c'est quoi le cas d'applicabilité, etc. Donc, ici, on va voir un peu. Donc, si on prend les cadres de sécurité, généralement, est-ce qu'ils sont obligatoires ou est-ce qu'ils viennent avec une amende de non-conformité? Non, sauf pour le PCI DSS, parce que le PCI DSS, il y a un cadre spécial, c'est applicable pour les fintech, donc pour les entreprises financières. Et ceux surtout qui font le processing des transactions, des paiements et des cartes de crédit, etc. Donc là, vraiment, tu n'as pas le droit, techniquement, encore nos amis de GoSecure, ils peuvent nous corriger, mais techniquement, tu n'as pas le droit de faire le processing de ces transactions, tu n'as pas le droit de stocker des informations des cartes de crédit si tu n'es pas PCI DSS. Et ça vient avec des fines, bien sûr. Pour le reste, non, ce n'est pas obligatoire, sauf s'il est exigé par l'un des clients d'une façon explicite ou par l'un des investisseurs aussi, parce que maintenant, de plus en plus, des investisseurs qui exigent aux potentielles entreprises dans lesquelles ils vont investir qu'ils soient quand même conformes avec l'un ou plusieurs cadres qui doivent être capables de démontrer en fait cette posture de cybersécurité avant même d'y investir. Ou sinon, comme j'ai dit, les clients, et généralement, SOC 2, on voit souvent avec les clients qu'on a, ceux qui demandent le SOC 2, c'est plus qui font affaire généralement Nord-Amérique, donc les États-Unis, Canada. Ceux qui veulent ISO 27001, c'est plus, encore je ne dis pas que 0% pour le Canada ou autre, mais principalement et majoritairement, c'est en Europe et comme le reste du monde, mettons. Et le NIST, bah, c'est généralement comme c'est un cadre qui l'utilise ou l'un des cadres qui l'utilise d'une façon générale. Pour les cadres de conformité, là, ça reste de sécurité, mais c'est de conformité. La différence entre ces deux catégories-là, bah, les cadres de conformité, c'est en fait obligatoire et ils viennent avec des amendes de non-conformité. Là, c'est non négociable. Parce que en fait, c'est plus comme des lois que c'est des cadres, oui, mais parce que c'est les gouvernements qui ont mis en place. Et quand on dit obligatoire, bien sûr, obligatoire cité, comment dirais-je là, cité c'est-à-dire pour la loi 25 est obligatoire pour toute entreprise qui fait le processing des informations des résidents québécois. Donc, si tu n'es pas une compagnie qui fait du business au Québec, bah, tu n'es pas nécessairement obligé de se conformer à la loi 25. La RGPD, c'est en fait pour l'Union européenne, HIPAA pour les États-Unis, généralement, PIPEDA pour le Canada, CCPA pour la Californie, etc., etc. Donc, je vais revenir un peu sur les incidents qu'on a cités tantôt. Est-ce que
vous pensez que c'est, parce que là on parle de, pour assurer la cybersécurité, etc., il faut faire, ou il faut mettre en place ces techniques, il faut se conformer à des lois ou à des cadres, et ces cadres-là, ils vont assurer normalement la cybersécurité, assurer l'excellence en cybersécurité, mais on voit qu'il y a des incidents qui arrivent. Est-ce que ces compagnies-là, ils n'ont pas des techniques de cybersécurité en place? Bien sûr que si. On parle de Desjardins, on parle de Cloudflare, on parle des compagnies qui valent des millions, des centaines de millions, même des milliards de dollars. Mais l'affaire, c'est que c'est quoi le problème? Le problème, ça c'est à mon avis aussi, c'est que l'entreprise zéro risque n'existe pas. Et d'ailleurs, ça, même pour les petites entreprises, il faut en avoir conscience, parce que c'est aussi comme l'apprentissage. Si je dis, moi, je connais tout, là, c'est le problème qui commence. Donc, c'est la même chose. Il faut se dire que une entreprise zéro risque n'existe pas. Le risque, il court toujours, même si peu importe, t'es grand, t'es petit, t'investis combien de millions de dollars ou des milliers de dollars dans la cybersécurité, le risque, il court toujours. Et d'ailleurs, moi, je mets l'image de, tu sais, et by the way, les photos aussi qui sont dans les slides sont générées par l'AI aussi. Enfin, il y a de la télépathie même avant qu'on se voit. Donc c'est ça. C'est comme en fait le concept du cheval avec la carotte là, qui essaie toujours de l'atteindre pour la manger, mais il n'y arrive jamais parce qu'ils courent ensemble. Donc l'objectif aussi, le zéro risque, c'est en fait une illusion, mais bien sûr une illusion positive, mettons, parce que c'est un objectif qu'on aime atteindre et ce qui nous pousse en fait à améliorer nos systèmes et tout, mais on ne l'atteindra jamais. On va revenir maintenant vers la petite anecdote, parce que là, il y a une petite histoire encore. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent ici, mais dans le fond, Meridian Link a été hacké. Ils ont eu le rançongiciel. Si on suit à la lettre, en fait, ou by the book, comme ils disent, ce que les experts ils disent, c'est de ne jamais négocier avec les hackers. Donc, si tu t'es fait hacker, tu as reçu un rançongiciel, ils ont pris tes données, ils demandent de l'argent en contrepartie. Il ne faut pas négocier, il ne faut pas y répondre, il ne faut rien faire. Il faut se démerder, il faut se débrouiller pour récupérer ces informations. Normalement, si tu as un backup plan et si tu as un système de backup en place, donc il va être facile à récupérer les données, etc. Mais une fois, si tu réponds à ces hackers-là, t'es fait, ils vont commencer à pousser plus, ils vont commencer à... Et tu n'auras jamais tes données parce qu'ils ne sont pas des hackers honnêtes. Mais ce qui s'est passé... Mais en fait, ça, c'est devenu obsolète maintenant parce que maintenant, les hackers, ils ont une façon, une technique, en fait, de faire l'extorsion de leurs victimes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Meridian Link, ils ont eu le rançongiciel. Ils ont ignoré totalement la demande des hackers. Mais en contrepartie, ils n'ont pas fait ce que la conformité normalement et les bases de la cybersécurité et la transparence dictent aussi, c'est d'informer en fait les clients impactés, d'informer les autorités, c'est nécessaire aussi par rapport à cet incident, de faire le root cause analysis, de faire une revue de ce qui s'est passé et en fait d'analyser ça. Donc, ils ont essayé de tout dissimuler, ne rien faire. Dans ce cas-là, les AlphaV, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont allé faire une plainte aux autorités des États-Unis contre leurs victimes et ils ont dit, on est les hackers, on a ces données, etc. Et ils ont accusé les victimes de vouloir dissimuler en fait l'incident. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça coûtait plus que s'ils ont payé en fait. S'ils ont payé encore, on sait, c'est un peu absurde parce qu'ils n'auront jamais les données, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est ça. Donc maintenant, ce n'est plus un choix vraiment de juste ignorer les hackers et de ne rien faire et d'essayer de dissimuler. C'est vraiment de se conformer comme il faut à ce que les bonnes pratiques et les notions disent et vraiment de suivre à la lettre en fait ce qu'il faut faire en cas d'incident, d'être transparent et d'être prêt à ces incidents-là dans le fond.
Donc, c'est ça. Donc, s'il aurait payé le ransomware, peut-être il aurait sauvé quelque chose. Mais là, ça va leur coûter peut-être des millions de dollars. D'ailleurs, en parlant de ça, oui, on est presque... Donc, je vais vous laisser avec une dernière petite chose. Ça, c'est en fait un graphe qui démontre, ou qui montre plutôt, les nombres des amendes, en fait, créées par les autorités responsables pour le RGPD au fil des années. On voit bien, en 2023, ils ont eu 465 amendes d'une valeur de presque de 2 milliards d'euros. Donc, si on fait un petit calcul pour l'effort en mathématiques, David, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne presque 4 millions de dollars en fait par amende. Donc, c'est vraiment, ça fait mal. Et là, pour faire une petite liaison, aussi une dernière liaison par rapport au Québec, je pense qu'au Québec aussi, ça ne va pas tarder. Et ça va venir ce jour-là parce que avec l'entrée en vigueur progressive de la loi 25, donc ça a commencé en 2022, 2023, la dernière étape entre en septembre 2024. Ben, je pense après septembre 2024, peut-être d'un an maximum, on va commencer à voir aussi des amendes qui se font de ce côté-là. Donc, au final, les gens là qui n'ont pas pris avantage des subventions du gouvernemental, ben, finalement, ils n'auront pas le choix de le faire sur leur propre coût. Donc, c'est ça. Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on avait dit, ben, il me semble évident. Donc, la cybersécurité, ce n'est pas la conformité. La conformité, il faut que ce soit, c'est le point en fait, d'entrée, la porte d'entrée vers l'excellence en cybersécurité. La cybersécurité va être l'application de la conformité, mais encore plus. Donc, ce n'est pas seulement aussi suivre à la lettre ce qui est écrit et c'est tout. La conformité n'est plus un choix ou un luxe, donc c'est obligatoire vraiment. Il faut juste pas se conformer juste pour la conformité, parce que sinon, comme ça, bah, ça sert à rien. Voilà, donc merci de votre attention et si vous avez des questions. On va commencer avec une petite question en ligne. Va-t-il y avoir des lois qui vont être décrétées pour exiger la mise en place des normes de base, NIST, CIS et autres, et bonnes pratiques pour minimiser les faiblesses des organisations contre les cyberattaques? Honnêtement, comme on a dit, je ne suis pas un avocat. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des lois qui vont en fait imposer l'utilisation des cadres comme NIST, TCS, etc. Mais dans le fond, ce qu'on voit, c'est que dans les cadres de conformité, comme la loi 25, etc., même si ce n'est pas explicite, implicitement, en fait, il évoque les bases principales, en fait, ou les principales bases, désolé, de protection ou de cybersécurité. Donc, c'est vraiment, tous les cadres, toutes les lois, ils sont interconnectés. Et ça parle de... D'ailleurs, moi, je me suis toujours posé la question, et je pense que ça va arriver un jour, à moins que je ne sais pas ce qui se passe, mais là, on voit les cadres de conformité, comme j'ai dit, chaque pays, chaque province, chaque État, il crée sa propre loi. Ben, je pense qu'à un moment donné, ils n'auront pas le choix d'unifier tout ça, parce que ça parle pas mal de la même chose. On peut aller avec une question en ligne. Très belle présentation. Merci. Est-ce que tu vois, parce que justement, nous, on fait de la business internationale, on est ISO 27001, PCI DSS, ainsi de suite, on les a toutes. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup d'overlap? OK. Y a-t-il une ressource quelque part où on peut voir c'est quoi les overlaps, des matrices? Et est-ce que, justement, tu finissais avec la réponse à la question précédente, et il va falloir à un moment donné qu'il y ait une certaine unification, parce que moi, j'aimerais, parce que je fais on fait business en Europe, donc GDPR, on est compliant et autres, puis ainsi de suite. Est-ce que je peux arriver au Québec et dire, ben regarde, j'ai tout ça, là, que tu n'as même pas dans tes data centers au gouvernement du Québec. Ouais. Est-ce que je pourrais avoir un passe-droit pour la loi 25?
compte tenu que j'ai ISO, j'ai NIST, et ainsi de suite. Ouais. C'est intéressant parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment c'est ça que j'ai souvent en tête parce que c'est ça. Des fois, des clients et surtout, comme j'ai dit, avant, peut-être il y a quelques années, la conformité, c'était un sujet juste pour les, tu sais, les gros joueurs, là, les grosses compagnies, etc., qui ont les moyens, qui ont les... Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, même une entreprise de 4, 5, 10 personnes, les startups, là, moi, on est une startup, donc je vois vraiment beaucoup. Ils n'ont pas le choix de faire ça. Et ça, vraiment, ça coûte énormément. Ils n'ont pas les capacités pour ça. Ils sont une équipe de 5 ou 6 ou 10 personnes qui sont focusées juste sur leurs produits. Ils veulent vendre. Ils n'ont pas le temps à faire, comme des NIST, loi 25, CCPA, s'ils veulent aller je ne sais pas quoi, etc., etc. Donc, c'est vraiment embêtant. Pour la première question par rapport aux matrices, il y a un peu partout. Par exemple, le AICPA qui a développé le SOC 2, si tu vas sur leur site pour télécharger en fait le rapport de SOC 2, qui est un document de PDF de 75 pages, il y a des fichiers Excel aussi qui ont créé où ils font le mapping entre SOC 2, RGPD, SOC 2, NIST, SOC 2, ISO 27001. Ils ont peut-être 4 ou 5. Pas tout aussi, c'est ça. Même pour eux, c'est un peu embêtant, je pense. Ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5 et après, ils ont dit laisse faire. On ne va pas continuer. Tu peux trouver aussi de l'autre côté, si je ne me trompe pas, aussi pour le ISO. Dans le ISO aussi, ils font aussi quelques trucs. Et même chez le NIST, ils en font aussi quelques-uns. Mais c'est ça, c'est un peu éparpillé. Mais, et c'est pour ça que j'ai dit aussi que je pense qu'ils n'auront pas le choix à s'unifier, à unifier et consolider ça en seule chose parce que ça devient vraiment non sensé. Tu sais. Encore, on est parti de chaque pays à chaque province, chaque État. Après quoi, à chaque agglomération, chaque mairie, chaque je ne sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. L'autre chose aussi, il y a en fait, comme nous, déjà, j'ai pas parlé parce que on travaillait pour Trend, pour travailler pour les logos, la compagnie avec le logo rouge avec 3 lettres. Là, Donc ça, c'est des compagnies connues, mais Securely, c'est pas connu. Donc je vais dire, donc Securely, nous, par exemple, c'est quoi? C'est une entreprise québécoise basée à Montréal qui aide les entreprises à automatiser le processus de conformité, justement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a pris, et là on travaille sur l'intégration de plusieurs cadres, mais ce qu'on fait, c'est que dans notre système, quand une entreprise ils veulent adhérer maintenant à l'ISO ou à SOC 2, peu importe, au lieu d'aller lire ce document de 75 pages et passer des semaines et finalement rien faire, ils ont trouvé ça dans une plateforme où s'ils veulent en fait adhérer à plusieurs cadres, ils vont voir d'une façon concrète en fait justement l'overlap entre les cadres. Et parce qu'on aussi on fait l'automatisation, donc on se connecte avec leur système, etc. Donc s'ils implémentent un contrôle pour une exigence X, et après, ils vont voir tout ça sur toutes les exigences des différents cadres, donc ils n'ont pas à refaire en fait le travail 2 fois ou 3 fois. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Parfait. Merci beaucoup, Nadir. Merci à vous.